Merci de nous rejoindre dans ce plateau spécial. Mesdames, Messieurs, la République démocratique du Congo fait face à ce qu'on pourra qualifier de guerre d'usure, 3 décennies d'instabilité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. J'ai fait allusion ici à la guerre qui sévit dans la province du Nord Kivu avec l'activisme des groupes armés, notamment du mouvement terroriste M23 qui sème la mort et la désolation dans la province du Nord Kivu. Et les FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, sont à leur trousse. Et aujourd'hui, pour parler de cette crise qui secoue la partie est de la République démocratique du Congo, j'ai fait appel à des analystes du pays et d'ailleurs. Tous sont des Congolais. À ma gauche, j'ai invité pour vous Bienvenue Marie Bakoumania. Il est directeur général de l'agence congolaise de presse. Bienvenue. Merci. Voilà. Merci de m'avoir invité. Merci de votre disponibilité. Juste à ma droite, j'ai fait appel à un habitué de ces plateaux. Il s'agit d'Abraham Mbaye Kaninda. Il est à mon extrême droite. Il est analyste politique, un ancien de l'ISTI IFASIC. Il a enseigné beaucoup de journalistes qui ont fait la pluie et le beau temps ici au pays. Bienvenue Abraham. Merci de m'avoir invité. Je rappelle que vous vivez en Belgique, ça fait longtemps que vous avez quitté le pays. Oui, mais je reste attaché à mon pays. Juste à votre gauche, j'ai invité un autre Congolais de la diaspora. Si. Lui, il fait les tours, des navettes entre l'Espagne, l'Allemagne, Paris, Suisse. Il s'agit de Jean-Auguste Kabea Kassongo. C'est un polyglotte. Il est même traducteur. Il traduit plusieurs langues. En Allemagne, en Espagne, il travaille. Il y a l'anglais, il y a quoi encore? L'espagnol, le lingala, le swahili. N'oublions pas nos langues verbaculaires. C'est la source même. Et je vous invite cette fois-ci dans le cadre d'analystes, justement. Nous allons analyser avec vous l'actualité politique sécuritaire en République démocratique du Congo. D'autres invités vont nous rejoindre sur ces plateaux. Mais première question, bienvenue Marie Bakoumania. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé au mini-sommet de chefs d'État et de gouvernement organisé à Addis Abeba en Éthiopie en marge de la 37e session de l'Union africaine. Au cœur des échanges, la situation qui sévit, la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu. Est-ce que ça vaut la peine? Oui, merci pour la question. Pour gagner une guerre, il faut, et je crois que c'est ce que le président de la République a mis en marche. Il y a le volet diplomatique, il y a le volet militaire et puis il y a le volet politique. Mais pour le moment, le volet politique n'est pas mis en veilleuse, mais c'est dans le cadre du dialogue de Nairobi. Mais c'est beaucoup plus le volet militaire et les volets diplomatiques qui sont mis en avant. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, sur le plan militaire, a décidé de se défendre. Aujourd'hui, on n'est pas encore passé... De se défendre militairement. Militairement, oui, on se défend militairement. On n'est pas encore passé à l'offensive parce que le président l'avait déjà annoncé que le moment venu, on passera à l'offensive. Mais pour le moment, on donne suffisamment de chances à la diplomatie. C'est pourquoi on a vu le président de la République se déplacer jusqu'à Addis Abeba et participer à cette réunion et surtout dire des vérités, tracer des lignes rouges infranchissables pour la République démocratique du Congo. Nous avons suivi le président de la République avant peut-être de prendre d'autres co-débatteurs qui sont sur ces plateaux, lors de l'échange de vues avec les corps diplomatiques ici à Kinshasa. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'avait pas donné une option pour les dialogues, d'autant plus que certaines parties de notre pays, notamment dans l'Est, sont occupées par les mouvements terroristes du M23 avec bien sûr leur mentor, le Rwanda. Bien sûr, on ne négocie pas à genoux, ça c'est clair. On ne négocie pas à genoux, on négocie en position de force. Aujourd'hui, on est en position défensive, on est en train de défendre notre territoire. La preuve à Saké, on pensait venir en provenant des santé. Je pense que les résultats sont là, les images
qu'on a vu démontrer à suffisance que l'armée congolaise a fait le travail et les agresseurs ont été repoussés loin de Saké. Ben, lorsqu'on finira la phase de la diplomatie, la chance que nous donnons à ce qu'on fasse l'économie des vies, cette chance que le président de la République donne non seulement au peuple congolais, à l'armée congolaise, mais également aux Rwandais. Il leur donne la chance de préserver des vies en usant de la diplomatie. Cette chance, cette tendance-là n'est pas... Là, ce sont les images de la cité des Saké. Oui. La cité des Saké, les habitants ils sont là. Ils sont là et pour dire tout simplement que c'est là qui pensent que Saké est passé sous le contrôle de l'ennemi. Et c'est faux. C'est faux, c'est très faux. Le Saké est encore sous contrôle des FARDC. D'ailleurs, l'ennemi, en désespoir des causes, a largué une bombe aujourd'hui et un enfant est décédé. On a des blessés. À 12h22 minutes exactement. Des enfants sont blessés. Ce sont des soubresauts qui démontrent que la fin de la guerre n'est pas loin parce que le Rwanda est essoufflé. Il ne va pas éternellement soutenir une guerre loin de ses frontières. Et puis les soutiens du Rwanda, grâce aux efforts diplomatiques qui ont été déployés, les soutiens du Rwanda commencent de plus en plus à écouter la République démocratique du Congo. Puisqu'il faut dire, il n'y a pas longtemps, on était absent. La RDC sur la était scène absente. internationale. Sur la scène internationale, on ne venait pas poser nos problèmes, on ne venait pas expliquer nos positions. Mais aujourd'hui, la République démocratique du Congo pointe l'agresseur du doigt, cite l'agresseur à toutes les occasions. Bienvenue Marie, on va y revenir. Le chef de l'État qui a séjourné à Addis Abeba, en Éthiopie, à la 37e session de l'Union africaine, qui a vu la Mauritanie prendre les commandes de cette organisation panafricaine pour la présidence, à la présidence tournante. Abraham Mbaye Kanyinda, le président angolais, les médiateurs désignés de l'Union africaine, le président Joao Lourenço a initié justement ces mini-sommets. Il a mis face à face Félix Antoine Tshisekedi et Paul Kagame pour un dialogue direct. Vous, en tant qu'analyste politique, êtes-vous pour ce dialogue? Pour les retours de la paix, bien sûr. Je suis en train de vous dire qu'il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Vous avez des États, vous avez un État, le RDC, vous avez le Rwanda, un autre État, qui sont liés par un certain nombre de lois. Ils sont membres des Nations Unies, ils sont liés par des principes de l'Organisation de l'Unité africaine, l'intangibilité des frontières, le principe de non-agression. Et là, quand le sommet a commencé, il y avait un flou. Lorsqu'on parlait de négocier, on avait l'impression qu'on demandait de négocier avec une structure vent sur papier. Le M23 n'existe pas, ce n'est pas un mouvement de libération, ce n'est pas une structure, ce n'est pas un sujet de droit international. Ça va se terminer par quel traité? Ce ne sont pas des Congolais qui seraient en difficulté pour tel ou tel... donc c'est une reconnaissance tacite de l'agression. Donc, lorsque le président dit « je ne négocie pas avec ces gens-là », c'est qu'il ne veut pas leur reconnaître ceux qui n'ont pas. Maintenant, le président dit « ok, je suis prêt à négocier avec le Rwanda qui est notre agresseur. Parce que le principe du règlement pacifique des conflits est une des exigences du droit international. » Mais le président dit « mais je ne le ferai pas tant que le Rwanda vient nous agresser à travers un objet de façade qu'ils appellent le M23. » Mais je vous disais, la dernière fois, je disais attention, le Congo ne se bat pas seul. Le Congo se bat avec Dieu. Et la logique de Dieu... se battre avec Dieu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la logique de Dieu, quand Dieu intervient dans les affaires humaines, il transforme les données de la question. Regardez, au départ, il y avait une confusion, on ne voyait pas... le Rwanda pouvait se retrancher derrière une apparence d'innocence. Ce n'est pas nous. Mais depuis que ce sommet a commencé, ils ont tiré 2 fois à partir du Rwanda. Ils sont qualifiés... Là c'est plusieurs fois, parce qu'il y a une bombe qui est tombée non loin de l'aéroport de Goma. Il y a une autre bombe qui est tombée à Mugunga, tout près d'une école. Voilà. Et une autre bombe qui est tombée aujourd'hui, faisant un mort et plusieurs blessés graves. Ils se sont donc qualifiés, ils se sont eux-mêmes qualifiés en état agresseur. Ils ont modifié la problématique.
Donc, ce n'est plus le problème du M23. Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, nous sommes documentés. Donc, d'après vous, le M23 n'existe pas. C'est les Rwandais. Pas, c'est le Rwanda. Et quand on négocie avec les Rwandais, cette histoire va se terminer. Déjà, vous verrez d'ailleurs que lorsque la pression qui va venir, parce qu'elle va venir cette pression, regardez le mouvement, la pression qui vient des Congolais de la diaspora, des Congolais de partout, lorsque la pression va amener à ceux qui soutiennent Kagame à reculer, vous verrez que le M23 va disparaître comme peau de chagrin. Merci Abraham Baye, on va revenir. Nous parlons justement de ces dialogues voulus, dialogues directs, voulus par le président angolais Joao Lourenço, qui est le médiateur désigné de l'Union africaine dans cette crise qui secoue la partie est de notre pays. Vous avez, quand on échangeait tout à l'heure en off, vous m'avez dit que dialogue, oui, mais sous une certaine conditionnalité. Si, je peux ajouter ceci, c'est qu'il faut savoir une chose. La guerre, peut-être vous la voyez ici. Et ce que j'aime, c'est que vous avez arboré une cravate aux couleurs du drapeau national. C'est pour vous dire que nous sommes cette diaspora étrangère qui agit. Nous ne voulons plus de la théorie. C'est-à-dire, là, je me promène quelque part en Allemagne, en France ou à Genève, on me dit, mais cette cravate est belle. Mais c'est mon pays, c'est un pays béni. Si je peux revenir à ce que notre frère a ajouté, c'est qu'il nous a dit que le Congo était absent sur la scène internationale. Je vais un peu contredire. Il y a ceci. Elle est peut-être absente dans les, je dirais peut-être dans les médias français. La diaspora, mais on ne vous sent pas. La diaspora congolaise, ce n'est pas celle des années 90. On sentait la diaspora quand il y a des mouvements. Oui. Et on sentait que les Congolais se sont levés, les Aérois à l'époque. Mais cette diaspora, je ne sais pas. Hein. Mais justement, vous vivez en Allemagne, vous allez de temps à autre en Suisse, en Belgique. Mais on ne vous sent pas. Mais justement, c'est ce que je voulais vous dire. Il y a ceci. Peut-être que nous sommes absents dans les médias francophones ou français, mais j'étais un peu dans les médias anglo-saxons. Il y a des soi-disant Congolais, je ne sais pas de quelle provenance, qui vont défendre le Congo. Mais ils ne le défendent pas, ils nous diffament. Et ce qui est malheureux, c'est que la communauté internationale a fait du Congo un sujet tabou. Pourquoi? Aussi longtemps qu'il y aura le chaos à l'Est, mais on va nous soutenir en matière première gratuitement. Pourquoi ne pas venir officiellement traiter avec nous? C'est parce qu'il y a une multitude d'intérêts occidentaux et derrière tous ce sont les multinationales. Et nous pas commencé hier. Et vous, en Allemagne où vous vivez, qu'est-ce que vous faites? Je fais concrètement, je fais ceci. Concrètement, je fais ceci. Je me révolte. Par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a un grand journal officiel allemand qui a dit que notre président, c'était seulement le nom, Tshisekedi. Et derrière, il n'y avait rien, pour faire référence à son papa. Mais depuis un mois, 2 mois, ils ne disent plus rien parce qu'ils ont remarqué que notre président est passé. C'est pour vous dire que pour ce combat que nous menons en Allemagne, que j'ai commencé il y a plus de 20 ans, j'aimerais que nous essayons de contenir aussi ces médias anglo-saxons. Même s'ils font tabou, nous sommes sur place, nous avons la chance de parler leur langue, de comprendre leur culture, singulièrement. Le Deutsch. Ich spreche Deutsch. Je spreche Deutsch. Okay. C'est pour vous dire que nous voulons changer cette donne. Moi, en tant que parti au pouvoir, nous devons changer cette donne. J'ai déjà convaincu mes compatriotes allemands de leur dire cette guerre, c'est une guerre injuste. Et si vous voulez nous aider, il faut passer à la pratique. C'est-à-dire nous donner par exemple, depuis que nous avons la chance que cet embargo soit levé, mon frère a ajouté qu'il faut des armes. Mais il faut quand même nous vendre des armes sophistiquées. C'est malheureux que, par exemple, l'ONU dise que le M23 a des armes plus sophistiquées que... Ça, c'est les rapports justement du secrétaire général des Nations Unies à l'époque. C'est l'aveu qui montre qu'ils ne veulent pas que nous sortions de cette histoire. Parce que vous vivez en Allemagne, vous êtes un Congolais de la diaspora. Est-ce que les médias occidentaux vous ouvrent vraiment la porte quand il faut passer le message de la RDC? C'est difficile. C'est très difficile parce que c'est un complot. Hein? C'est un complot de multinationales et les multinationales ont de l'argent. Elles versent cet argent, par exemple, à France 24.
TV5, RFI. C'est un combat que nous devons maintenant à longue haleine, mais présentement, moi j'ai convaincu mes frères allemands. Ils sont prêts à nous aider. Alors, ce n'est pas un combat que je vais mener seul, il faut que nous essayons de conscientiser d'abord notre population congolaise. Vous parlez des frères allemands, ça veut dire les parlementaires? Non, ou j'ai une stratégie. Non, c'est pour vous dire, je siège avec eux au Parlement. Hein? Je suis noir, mais ils ont compris que je peux aussi dire quelque chose. Vous siégez en tant que qui? Je suis conseiller municipal. Mais comme nous sommes au pouvoir, j'ai la facilité de rencontrer le chancelier Schulz. J'ai la possibilité de rencontrer le président de l'Allemagne, même si le président de l'Allemagne n'a pas tellement de pouvoir. Hein? C'est-à-dire, je suis prêt, nous sommes prêts. Sa voix porte quand même, hein, même s'il ne règne pas. Mais justement, c'est à nous de nous respecter. Si ne gouverne pas, il règne. C'est à nous de nous respecter. On peut terminer cette guerre, mais il faut que nous essayons de gagner cette guerre médiatique. C'est la pire, parce que vous savez, si chez nous, vous n'entendez pas de la guerre de l'Est, mais c'est un sujet tabou. Cette histoire ici, hein, le geste, je ne peux pas le montrer. Essayez. C'est clair et net. C'est un sujet mais ça tabou. Ne passe pas dans les médias. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Lors du match de demi-finale, de troisième place d'ailleurs, ce n'est pas passé. Les images de pourtour des supporters congolais avec ces gestes n'ont pas été diffusées. Non. Et ça crée une révolte, un sentiment de révolte. Mais justement, c'est pour cela nous révoltons. Nous sommes prêts à le faire. Et c'est à nous-mêmes, le Congo, de nous respecter et d'essayer d'oublier nos guerres tribales. Nous pouvons réussir, ça dépend de nous. Abraham Mbaye-Kaninda, avant de prendre... bienvenue Marie Bakoumania, vous êtes journaliste de formation, vous êtes parmi les pionniers, vous êtes le premier CP, chef de promotion de l'ISTI FASIC. Oui, 50 ans. Hein. Ça fait 50 ans. Maintenant, maintenant c'est les SIC, les sciences de l'information et communication. Comment contourner? Parce que les médias occidentaux ne parlent pas de ce qui se passe au Congo. Et s'ils parlent, c'est peut-être orienté. Il faut d'abord savoir que nous sommes confrontés à une sorte de falsification historique qui date déjà dès les premiers moments de l'occupation. Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais il y a aussi une falsification de l'histoire. C'est-à-dire que cette opinion, c'est pour ça que je suis d'accord avec mon ami, nous de la diaspora, nous devons maintenant aller à la conquête de l'opinion publique européenne, nous-mêmes. Parce qu'il faut comprendre que dans le mouvement, le combat de 5 siècles de la diaspora, elle a toujours été à l'avance du combat intellectuel. C'est elle qui est partie sur ses bateaux vers Haïti, vers l'Amérique latine, pour défendre ses idées de liberté, avant même les révolutions françaises et autres, et changer la donne. C'est cette diaspora qui, le 27 février 1960, alors que le ministre Lillard a fait venir les chefs traditionnels et tout le monde a très bien fermé Lumumba en prison, réunit tous les Congolais pour leur dire, si vous ne signez pas ce mémorandum du Front commun à la table ronde, vous ne sortirez pas. Un peu comme Mirabeau qui dit, allez dire à votre roi que nous ne sortirons pas d'ici, sauf par vos baïonnettes. Et ils ont été obligés de signer ce mémorandum du Front commun à la table ronde, qui modifie la donne, puisqu'on n'est plus dans une logique où on voulait amener les Congolais dans une indépendance qui viendra dans 30 ans, même si on nous a trompés par la loi du 9 mai 60, soi-disant constitution provisoire, qui n'a jamais été provisoire, qui n'a jamais été abolie, qui nous pose des problèmes. Mais en même temps, cette diaspora parvient donc à aligner, à amener les politiciens à adopter un certain nombre d'exigences. Et c'est comme ça que nous avons la date de l'indépendance. Donc la diaspora a un rôle à jouer dans la résolution de la crise qui secoue l'Est du pays. Bienvenue Marie Bakoumania. Vous êtes directeur général de l'agence congolaise de presse, ACP, une grande agence avec une représentation à Bruxelles et dans plusieurs pays africains. Et au pays, vous avez des journalistes sur l'ensemble du territoire national, dans toutes les 26 provinces. Bienvenue Marie. La RDC fait face à une guerre médiatique. L'ennemi a largué des fake news à gauche et à droite. Parfois, ça déstabilise un peu, ça crée de l'intox sur le terrain. Vous pensez qu'est-ce qu'il faut faire
au niveau de médias localement, au niveau de la presse locale, pour contourner cela et accompagner le gouvernement dans ses efforts du retour à la paix? Oui, je voudrais quand même revenir et insister que le pays était absent sur la scène internationale pendant longtemps. On n'avait pas fait entendre la voix du pays. C'est vrai, la diaspora a posé des actes, mais dans des forums internationaux, les officiels congolais étaient absents. Et d'ailleurs, lorsque le président de la République prend le bâton de pèlerin pour expliquer au monde, tout le monde... on sait ce qu'on a commenté, des commentaires qui ont fusé de partout pour fustiger ces déplacements considérés comme budgétivores, alors que ces déplacements ont permis à la République démocratique du Congo de faire comprendre à la planète entière qu'elle était agressée et d'expliquer comment cela se faisait. La guerre est médiatique et tout à l'heure, il a été dit que ça dure depuis 30 ans. C'est une guerre d'expansion, c'est une guerre... Le Rwanda, dans une certaine mesure, un autre pays voisin, je ne voudrais pas le citer étant donné qu'on exerce des fonctions officielles, mais un autre pays voisin, dans une certaine mesure, ont de visées expansionnistes sur les terres congolaises. Ils ne se cachent pas de dire qu'ils sont déterminés à occuper une bonne partie des terres congolaises. Et allusion faite ici à la sortie médiatique de Paul Kagame au Bénin. Oui. Il a dit qu'on doit redessiner les frontières héritées de la colonisation. Ah ben voilà, c'est ici que on se rend compte tout de suite que ça dure parce qu'on voudrait créer un état d'esprit, un état d'esprit tel que dans la stratégie du chaos, tel que les habitants n'auront plus envie de retourner sur leur terre. Et on voit régulièrement, on déverse des populations qui viennent d'ailleurs pour occuper les terres abandonnées par les gens qui fuient les affrontements. Bon, sur le plan médiatique, c'est nous aussi, c'est notre responsabilité. Moi, je suis heureux de voir des Congolais, des intellectuels congolais qui s'engagent à parler de cette situation, parce que c'est nous-mêmes qui devons vendre notre génocide, parce qu'il y a un génocide qui s'est opéré, qui s'opère dans notre pays silence, actuellement. Sous l'indifférence de la communauté internationale. Tout le monde dit que 10 millions de morts, c'est un chiffre inventé par des Congolais. J'ai dit même 1 million, c'est énorme. C'est énorme s'il y a 1 million de morts. Mais ce qui est concret aujourd'hui, il y a 7 millions de déplacés internes. Ça, ce ne sont pas des chiffres donnés par des Congolais. C'est l'HCR qui donne ces chiffres. C'est dire que le drame qui sévit dans l'Est congolais, aujourd'hui, personne ne peut nier ne pas le savoir. Et les médias qui ont leur manière de rendre, les médias occidentaux principalement, qui ont une manière de rendre les informations, ils respectent leur philosophie vis-à-vis de cette guerre. Mais nous, Congolais, qu'est-ce que nous faisons? Mais je pense que nous devons consolider, professionnaliser notre manière de travailler. Nous devons descendre sur le terrain. C'est notre pays finalement. Nous ne devons rien cacher. Nous devons démontrer à la face du monde les atrocités telles que ça se passe, la misère dans laquelle on a plongé une population qui mangeait à sa faim dans l'Est. Les enfants avaient bonne mine, ce n'est pas comme aujourd'hui. De montrer tout ça à la face du monde, nous devons être également présents. Et c'est le travail donc du journaliste. Le travail du journaliste, le travail notamment des médias publics, la RTNC, l'ACP, nous devons être présents, proposer des choses à la communauté médiatique internationale. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous apportons des produits qui ne sont pas compétitifs, qui ne répondent pas aux standards, ils nous disent on ne peut pas les utiliser. L'effort à faire aujourd'hui, ce n'est plus être absent. On a été absent dans les forums politiques, diplomatiques. On est absent sur le plan médiatique. Aujourd'hui, nous devons nous décider d'être présents là où ils sont. C'est pourquoi vous verrez l'ACP se déploie, parce que l'ACP également, c'est un instrument de démocratie, plutôt de diplomatie, un outil de diplomatie que les institutions peuvent utiliser. Nous nous déployons pour dire, vous voulez des informations sur la République démocratique du Congo, voilà, elles sont disponibles. Voilà. Il n'y a plus de raison pour que vous disiez que vous n'en avez pas. Merci, bienvenue Marie Bakoumania. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Agence congolaise de presse.
une agence c'est un média public au même titre que la radio-télévision nationale congolaise. Nous avons pu joindre Nikez Kibelbel qui séjourne présentement à Goma. Nikez Kibelbel, c'est l'ancien correspondant de la Voix de l'Amérique, de VOA. Il est aujourd'hui patron du journal Les Coulisses. Il s'est exprimé sur cette guerre avec des velléités expansionnistes par justement ces terroristes qui sont en train de nous mener la guerre dans la partie Est. Nous allons prendre cet extrait de l'interview qu'il nous a accordé. Il y a des conflits identitaires, mais qui ne viennent pas de la RDC. Les conflits identitaires entre le Hutu et les Tutsis du Rwanda. Vous connaissez cette histoire du génocide rwandais. Et ce conflit a été transplanté dans notre pays, dont nous l'avons hérité par la force de la communauté internationale. Mais en RD Congo, il n'y a pas de conflit identitaire. Nous devons faire la part des choses entre les rébellions montées depuis le Rwanda pour, soi-disant, protéger la minorité Tutsi et pour lutter contre les FDLR. Mais ces rébellions-là visent l'expansionnisme, mais aussi les pillages des ressources naturelles de notre pays, sous la bannière d'une maltraitance d'une communauté. Les femmes qui nous vendent des fruits ici, ils viennent du Rwanda. Donc il n'y a pas à proprement parler un problème d'une communauté maltraitée ou martyrisée. C'est juste une instrumentalisation. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Le vrai problème, comme je l'ai dit, la communauté internationale ayant laissé faire le génocide rwandais, profite de cela pour se dédouaner au niveau de Kigali et utilise le Rwanda, effectivement, pour piller chez nous. Alors, le Kagame est rusé, lui aussi part de ce problème de génocide. Mais pourquoi il ne discute pas avec les FDLR? Ce sont des Rwandais, ce ne sont pas des Congolais. Il aurait été mieux qu'il ouvre un couloir pour que les FDLR rentrent au Rwanda, discuter avec lui. Ceux qui ont commis des infractions pourront être jugés. Mais il soulève à tout moment, même à Addis Abeba, vous avez fait allusion, il parle du problème des FDLR. Ces FDLR dont il parle, ce sont les enfants ou ce sont ceux qui avaient quitté le Rwanda à cet âge-là, qui avaient 30, 40 ans aujourd'hui, sont déjà vieux, d'autres sont morts. Donc c'est encore un faux fuyant, mais le vrai problème, c'est ces grandes puissances qui soutiennent le Rwanda pour ses intérêts. Merci Patrick Kachalampoui. Nikez Kibelbel, il parle des velléités expansionnistes, n'est-ce pas, des agresseurs. Bienvenue l'a dit tout à l'heure. Ils sont à la recherche des terres. Ils veulent bouger les lignes, bouger les frontières héritées de la colonisation et prendre certaines portions de notre pays, du territoire national. Abraham, comment vous réagissez par rapport justement à cette façon de voir les choses? Les Congolais doivent-ils croiser les bras, Jean-Auguste Kabeya, Kassongo, ou bien on doit y aller parce que la guerre est là et nous devons continuer à nous battre pour défendre les frontières nationales? Nous devons agir ensemble. Et avant d'y aller, je vais d'abord vous rappeler quelque chose. Vous voyez que par exemple mon pays, l'Allemagne, c'est le pays qui a été la base. Votre pays, l'Allemagne. C'est à la base de répartition de... Votre seconde patrie, alors? Oui, ma seconde patrie, s'il vous plaît. Bon, a été à l'origine même de la départition de l'Afrique. Voilà. Je comprends, vous avez passé beaucoup l'éclair de votre vie là-bas. Remontons à 1884, fin 1884, début 1885. Qu'y a-t-il eu? Une certaine conférence appelée Conférence de Berlin. Mais c'est vous voulez dire conférence de Berlin. Vous allez voir dans les archives allemandes, c'est conférence du Congo. Ça dit beaucoup. Ah, conférence du Congo, oui, avec les murs de Berlin. Voilà, et il n'y a jamais eu ces conférences de Berlin, ça n'existe pas. C'est la conférence du Congo. Cette histoire de notre pays date d'il y a très très longtemps. Alors, pour changer cette donne, je vous dis tout à l'heure que même mon frère disait que nous sommes absents des médias. Je vous assure qu'il y a beaucoup de soi-disant Congolais, mais dans les médias anglo-saxons, où on parle... Les soi-disant Congolais, ça veut dire qu'ils ne défendent pas la cause du pays? Non, non, ils ne sont pas Congolais. Ils sortent à la BBC. Les Congolais ont été absents, là il y a un vide, la du vide, ils se présentent comme les Congolais. Les soi-disant ne sont pas Congolais, ils sont peut-être... ils peuvent partir de nos pays limitrophes, le Rwanda, le Burundi, Ouganda. Ils parlent au nom de nous et toujours en désavantage et toujours en propageant des bobards. Mais pourquoi parler en votre nom pendant que vous êtes là? Non, c'est le fait que il faut dès le départ dire que ce n'est pas tous les Congolais qui maîtrisent la langue de Shakespeare. Nous avons la chance, comme nous la maîtrisons, et à part celle-là,
Donc, nous avons la langue. L'anglais. Je parle couramment l'anglais. Je l'écris aussi parce que chez nous maîtriser. L'allemand. Ich spreche Deutsch und ich beherrsche Vous Deutsch. parlez aussi l'espagnol. Hablo espagnol, es mi lengua también. Mais ce qui vous manque, c'est le portugais. Après, à partir de l'espagnol, je comprends des le racines portugais, du même portugais. l'italien. C'est pour vous Donc, dire de ceci. partout. Voilà. Et nous avons remarqué que dans toute cette guerre-là médiatique, nous ne sommes pas absents. Ils utilisent, par exemple, le monde anglo-saxon. Regardez, comment se fait-il que notre voisin, le Rwanda, a pris la tête de la francophonie? Pourtant, il se dit d'être un pays anglophone. Il y a des manigances. C'est au niveau international. Mon frère a dit qu'il y a cette guerre qui passe sous silence. Ce n'est pas silence, c'est la complicité. C'est là. Avec la complicité abusive, complicité massive de la communauté internationale. Et là, derrière, il y a les multinationales. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons continuer à accentuer la pression publique, que nous, les Congolais, nous levons partout, attaquer les ambassades. Et de quelle manière? Mais c'est facile. Vous avez dit? Mais nous le faisons en Allemagne. J'ai été 2 fois à Berlin, même si nous, les politiciens allemands, ne sommes pas obligés de faire cela, mais je me suis dit, j'ai aussi ma première partie, C'est ça. mon Congo cher, et nous sommes intervenus. T'as Nous bien devons le faire. Oui. C'est à nous de faire ça. Nous devons laisser le temps aux soi-disant Congolais. Donc vous avez été au Bundestag. Mais comment? Je ne sais pas au Bundestag. Moi, je milite à partir de la base, à Marienborn. C'est la ville de Rhénanie-Palatinat et c'est dans le sud de l'Allemagne. Et j'ai, dans mon parti politique, ils sont prêts à nous aider. Mais ils attendent que c'est un combat de longue haleine. Il faut du temps, mais nous sommes prêts. Moi, par exemple, je me suis dit, comment est-ce que je peux contribuer concrètement? Nous allons ouvrir des écoles. Excusez-moi, Jean-Auguste Kabea, mais ils vont attendre pendant combien de temps? Parce que ça fait 30 ans que notre pays est sous la coupe réglée. Mais je vous dis ceci. Nous devons éduquer notre petite jeunesse, les fillettes, les garçons congolais, les garçons. Ils doivent comprendre les débuts de notre histoire. L'histoire qui nous est proposée, ce sont des bobards. Le Congo n'a jamais été en soi indépendant. Nous sommes indépendants sur papier. Et depuis les années 1960. Vous le savez, votre vaillant héros, Lumumba. Notre vaillant héros. Oui, Lumumba. Quand vous parlez de votre, vous vous détachez davantage. Je sais que... Moi, j'assume. Moi, j'assume. Allez-y. Pourquoi a-t-il été tué? Il ne voulait pas traiter avec les Belges d'inférieurs. Il a des traitons maintenant d'égal à égal pour développer un Congo beau dont Et tout là, le monde... Là, vous rejoignez Abraham Mbaye Kanyinda, Voilà. qui nous a dit tout à l'heure que l'histoire de la RDC a été falsifiée. Voilà. L'histoire qui se raconte dans les livres a été falsifiée. Elle est fausse. Tapez sur Internet le 29 mai 1885 et le 30 mai 1885. On vous dit que ce jour-là, le roi Léopold II a publié un arrêté royal d'où il ressort que l'association internationale africaine fait de lui le nouveau souverain du Congo. Le lendemain, il déclare qu'il l'est. Maintenant, recherchez cet arrêté, ce décret royal. Dans les archives. Non, au moniteur belge. Yeah. Enfin, c'est comme ici, vous ne pouvez pas avoir un texte qui a force de loi s'il n'est pas sorti au journal officiel. Au journal officiel belge, il n'existe pas. Recherchez le document au moniteur de l'État indépendant du Congo. Il n'existe pas. Le premier document dans le moniteur d'État indépendant du Congo, ce sont les textes de Berlin. Et le deuxième document, c'est le fameux décret où le roi s'attribue le domaine de la couronne, etc. Bref, en d'autres termes, lorsque Patrice Lumumba dit que pendant 85 ans, vous nous avez subjugués par des légalités fictives pour vous emparer de nos terres et nous faire subir ce que vous nous avez fait subir, il a tellement raison qu'aujourd'hui, si vous cherchez à savoir où se trouve le discours de Patrice Emery Lumumba, il se trouve en Belgique. On en a trouvé un facsimilé dans les archives de l'Union minière. En d'autres termes, ce qu'il dit est vrai. Lorsque, le 30 juin, il y a la proclamation de l'indépendance, la loi fondamentale du 19 mai 60, qui est notre constitution provisoire, qui est signée par Baudouin Ier, a été modifiée secrètement à 2 reprises.
sur le statut des provinces pour permettre la sécession katangaise, 2, sur le patrimoine, et il est dit en son article 2 que cette constitution provisoire restera en valeur tant qu'elle n'aura pas été expressément abrogée. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Et c'est là qu'on retrouve alors la logique de la guerre du coltan, de la guerre de l'Est. C'est-à-dire que et là, vous puisez dans l'histoire, justement. Oui, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que Félix Tshisekedi vient avec le projet d'une toute véritable première république congolaise, une légalité qui ne dépend plus d'eux, où la conception de l'État, l'État c'est l'artifice d'un seul, de quelques-uns ou de tous, la conception de l'État n'est plus extérieure, la légalité n'est plus extérieure, la constitution n'est plus, ne rentre plus dans la logique de transfert constitutionnel, mais où ce sont les Congolais eux-mêmes qui construisent alors la conception et leur devenir monde. Ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe... Rapidement, oui, le deuxième axe, rapidement. Le deuxième axe, rapidement. Remarquez la jonction entre l'Afrique du Sud et la RDC. Si vous remontez dans l'histoire, vous allez comprendre qu'il y a... C'est l'indice d'un basculement fondamental. L'Afrique du Sud et la RDC, c'est quoi? C'est 100 000 ans derrière nous. Les premières esquisses de l'intelligence humaine dans les grottes en Afrique du Sud, l'os que l'on trouve en Afrique du Sud il y a 35 ans, puis l'os des Shango, etc. Donc, le pays de Shaka Zulu, le pays de Kimpavita, en... Boma Mundele. Kanga Mundele Kangandoki, mais qui va vers le royaume de Kouch. La gendarme congolaise. Oui, qui va vers le royaume de Kouch, c'est-à-dire un basculement plus important que les BRICS. C'est-à-dire ce qu'on est en train de vouloir atteindre, ce qu'on veut chercher à atteindre, c'est le basculement vers un nouveau monde. Ouais. Et un nouveau leadership du monde. Combien y aura-t-il de Congolais dans 25 ans? Combien de Chinois? Combien d'Allemands, etc. Eux, ils auront l'implosion démographique de moins en moins. Et nous avons l'explosion démographique. Et ce couloir... Ça, c'est encore un grand débat, justement, sur l'implosion, l'explosion démographique. Bienvenue, Marie Bakoumania. Nous allons aborder une toute autre question, justement en rapport avec ce que disait tantôt le professeur Abraham Mbaye Kanyinda. La RDC se retrouve presque seule dans cette guerre d'agression que lui impose le Rwanda via les mouvements terroristes M23. La communauté internationale, c'est un terme vague, je vais citer ici la Belgique, les États-Unis, l'Allemagne et tous ces autres pays que vous connaissez, condamnent, mais sur le terrain, il n'y a pas d'effet escompté. Non, nous condamnons la guerre, le M23 est supérieurement équipé, voilà, nous ne sommes pas d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils font pour accompagner la RDC à mettre fin à cette guerre qui n'a que trop duré? Écoutez, la RDC n'est pas seule. Vous voyez, il y a eu des militaires sud-africains qui ont été tués à Saké, à la ligne de front. Il y a des militaires marocains, il y a des militaires tanzaniens. La RDC n'est pas seule. C'est par rapport à la communauté internationale, justement. C'est ce terme que moi je considère. Eux aussi sont la communauté internationale. Vague. L'Afrique du Sud, la Tanzanie, etc. sont aussi la communauté internationale. Je parle des grandes puissances mondiales. Voilà, ce sont ceux-là, principalement les pays occidentaux, qui soutiennent les multinationales, qui font leur économie, parce qu'ils sont, ces multinationales, il ne faut pas se cacher, ils sont même plus puissantes que ces États. Ils sont très puissants et ils sont en train de régenter les comportements des différents dirigeants de la communauté internationale, de la communauté dite internationale, mais c'est principalement les grandes puissances européennes et américaines. Ben, pour changer cette donne, il n'y a qu'une solution. Et c'est laquelle, d'après vous? C'est la mobilisation tous azimuts. La mobilisation tous azimuts. Et moi, je condamne fermement le fait que quand on a commencé la mobilisation, quand la population s'est prise en charge ici à Kinshasa, on a commencé à s'attaquer, à brûler des véhicules de la MONUSCO. C'est contre-productif. C'est extrêmement contre-productif. Mais s'il y a 1 million de personnes dans les rues de Kinshasa, 500 000 personnes à Goma, 200 000 personnes à Matadi,
30 000 personnes à Paris, 50 000 personnes à Bruxelles. Je pense que la communauté internationale, lorsque les Congolais, en ce moment-là, parleraient d'une seule voix, la communauté internationale va nous regarder différemment et les comportements vont changer. C'est très important que nous puissions comprendre que nous ne pouvons nous faire entendre que lorsque nous le faisons pacifiquement et lorsque nous le faisons fermement. D'après vous, la meilleure façon de faire échec à toutes ces velléités de balkanisation, c'est la mobilisation tous azimuts. Tous azimuts. Et cette mobilisation doit être du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il faudrait qu'on arrête. On est en guerre, nous devons adopter des comportements des gens qui sont en guerre. On n'a pas à attendre, mais le pays est en guerre. Nos enfants meurent chaque jour du côté de l'Est. Ils sont en train de défendre la patrie, ils meurent chaque jour. Même nos enfants qui sont de l'autre côté, au Rwanda, ils vivent difficilement parce que le pays est en guerre. Et un pays qui est en guerre, un peuple qui est en guerre, a certains comportements à adopter et c'est d'être attentif sur ce qui se passe dans l'Est. On n'a qu'à voir nos comportements sur les réseaux sociaux, c'est déplorable. Nous sommes dans des détails. Il a porté une veste de couleur rouge. Nous sommes dans des choses comme ça. Bienvenue Marie Bakomanya, je voudrais avoir votre commentaire sur ces joueurs congolais qui jouaient à Royal Sport au Rwanda. Il a esquissé un geste qui n'a pas plu au public rwandais, au gouvernement rwandais. Il a eu des menaces et heureusement il a été extirpé pour son pays, la RDC. J'ai fait allusion ici à Héritier Luvumbu. Votre commentaire? C'est un héros. Ce jeune homme a fait preuve. Son geste, c'est 1000 mots en diplomatie. Il a marqué de points, si on était en football, comme il est footballeur, il a marqué un but à l'extérieur. Ça compte double. C'est un garçon que les autorités, que nous, populations, devront soutenir parce que maintenant il n'a plus d'emploi. Il était employé au Rwanda, maintenant il est en chômage. Il faut que nous, la République, il faut que nous, le peuple congolais, lui trouvions un emploi pour qu'il puisse faire vivre sa famille, pour qu'il puisse vivre décemment et puis prochainement peut-être trouver un club ailleurs. Je pense que ce sont des gestes qui doivent se multiplier. Des tels gestes. Des gestes au pays, en dehors du pays. Oui, ce sont des gestes pacifiques. Pas de violence parce que le peuple congolais n'a jamais été violent. Les quelques marginaux qui viennent, nous devons les maîtriser pendant les manifestations. Les forces de l'ordre doivent s'occuper de ceux qui viennent perturber nos manifestations pacifiques. Kabea, un commentaire à ce sujet, parce que j'ai vu dans les stades allemands, même de non-congolais qui esquissent le même geste. Le problème, c'est que même chez moi, nous allons un peu encourager les Allemands. C'est où encore? Je suis né à Lubumbashi. Oui. Ça, c'est l'origine natale. C'est à Mayence où je vis. Je voulais dire ceci, c'est que cette lutte, comme mes deux frères viennent de l'ajouter, elle est multiforme. Ce que nous pouvons faire à notre niveau, et je le fais où j'habite, il faut que nous oublions, même dans la diaspora, il y a certaines querelles, je dirais, tribales. Oublions-les, nous sommes tous Congolais. Que je vienne de Bandundu, que je vienne de Lubumbashi, que je vienne de Bukavu, ou bien de je ne sais pas, de l'Équateur. Nous devons être interpellés. Nous vivons sur une terre bénie. Si on remonte à l'histoire d'antan, vous voyez qu'il y a beaucoup à dire. Nous sommes une terre bénie avec des richesses qui peuvent même aider nos voisins. Ce qui veut dire, nous devons multiplier ces contestations populaires, que ce soit ici même. La pression doit s'accentuer. Voilà. Nous devons accentuer cette pression populaire, la faire aussi à l'extérieur. Ouais. Et ce que j'ai toujours fait, et comme je vous disais tout à l'heure, essayer de nous immixer, de nous engager massivement dans les médias qui ne sont pas francophones ou ne parlent pas français. Il faut s'impliquer massivement dans les médias qui parlent espagnol, qui parlent allemand, qui parlent anglais. C'est là où ce qu'on dit en lingala, les Banguna, profitent
profitent pour propager des bobards. Et comme ils savent que les Congolais parlent la majorité le français, c'est plus facile de le faire. Et nous sommes interpellés. Et pour voir la vision dans la mire de la vision de notre président, de notre numéro 1, qu'est-ce qu'il a dit? Il aimerait faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Nous sommes déjà sur place. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Nous devons travailler. Oublions les querelles incétines et tribales. Je vous assure, dans 2 ans, nous allons parler notre langage. Et nous devons dès le départ nous-mêmes agir, nous les Congolais, que ce soit dans la diaspora ou à l'extérieur. Et une dernière chose que je veux vous dire. Allez-y rapidement, oui. Oui, c'est dire que pour réussir ce miracle congolais, nous devons, comme il a dit tout à l'heure, nous tout lutter à tous les fronts. Et même les politiciens sont interpellés. Merci. Donc, mettre de côté ce qui nous divise et regarder plus à l'intérêt supérieur de la nation. Abraham Mbaye. Oui, écoutez, le 10 mai 40, Hitler s'empare de la Belgique, il s'empare de la France, il s'empare de tous ces pays. En 18 jours, il les a tous pris dans ses mains. Qui sauve tous ces pays? C'est le Congo. Lorsque le gouvernement belge est à Londres, qui paye pendant toute la guerre? Mais c'est le contribuable congolais. Lorsque les possessions des uns et des autres sont prises, qui les arrache? C'est le Congo. Lorsque l'Éthiopie, qui n'a jamais été colonisée, se trouve confrontée à des difficultés incroyables. C'est encore le Congo qui est venu à la rescousse. Regardez ces milliers de Congolais, de Congolaises qui marchent vers Sayo à pied et qui portent les armes, qui vont libérer tous ces pays et permettre au Négus, à Haïlé Sélassié, de revenir. C'est pour ça qu'il y a eu la conférence d'Addis Abeba dans cette capitale. C'est-à-dire que cette histoire-là, la dette de sang que les Occidentaux ont à notre égard, et l'ont écrit, parce que les Congolais ont été présents à la bataille de Savannah lors de l'indépendance américaine. Nous avons été dans tous les fronts où nous les avons non seulement libérés, nous avons été dans les camps de la mort. Eh bien, c'est le moment aussi, surtout pour la diaspora qui est à l'extérieur, d'ouvrir ce front de la conscience universelle. Parce que justement, les médias, les ouvrages, les politiciens, tout le monde sont dans une sorte de loi du silence. Ils ont caché la réalité de l'histoire, aussi bien de la colonisation que de la dette Nyongo. C'est pour ça que nous pouvons dire, oui, vous ne dites rien quand on nous tue, mais où êtes-vous? Où êtes-vous? C'est le moment maintenant d'interpeller leur conscience. Oui, vous êtes venus pour la civilisation, très bien. Où sont ces valeurs de civilisation qui sont les vôtres? Nous devons aller à l'offensive, nous devons aller réclamer leur présence. Rick Mans disait en 1943, plus que nous, ils ont souffert de la guerre. Plus que nous, ils sont morts. Et ce qu'ils ont fait, c'est une dette. Et cette dette doit se résolver en une sorte de créance pour la Belgique sur son honneur. Alors. Donc, je vous comprends bien, vous vous recoupez par ces termes, la mobilisation, tous azimuts. Exactement. Et chacun dans son coin, c'est là qu'il soit dans la diaspora, comme vous êtes en Belgique, Allemagne, Espagne, Suisse. Ouais. Et bienvenue Marie Bakoumania au pays. Lui, c'est un journaliste, il fait des analystes. Des analyses plutôt. De l'école primaire à l'université au Congo. Au Congo, oui. Peut-être mon frère, j'ai un dernier mot à ajouter. Naïbissa Bandekonangaï. C'est ça, il y a un combat du système linguistique qui parle allemand, il parle français. Allez-y. Abapendake, banapenda paka Congo, parce que Congomani. Je peux le dire, oui, en français. Toute cette multinationale ou cette société occidentale aime le Congo, ça les Congolais. C'est ça qui fait que nous devons nous mobiliser tout azimut. Sinon, nous allons perdre ce paradis. C'est en allemand et en espagnol. Ja, also ich möchte meine Landsleute, auch die Kongolesen, auch die im Ausland, auch die hier in Kongo sind, das Problem bei uns liegt, ist folgendermaßen. Et moi, j'ai traduit, ils aiment les Congo, pas les Congolais. Die Weltgemeinschaft liebt
Congo, après on dit congolaise. Baroum, visite le paradis. Nous sommes un paradis. Hein, c'est pour vous dire que sans nous, sans le Congo, ce qui Congo est athée, transition énergétique aux alatés, Bamindele produit pour voiture électrique est athée, Kakabisoyo, nous sommes intervenus. Réunissons-nous, tout Changane, tout à fait. Très bien. Nous sommes en train de clôturer ce thème. Nous allons aborder le dernier sujet de notre émission. Je voulais juste parler parce que le pays, c'est une mosaïque. On a 450 tribus, etc. Mais on a constaté lors des dernières élections que les Congolais, ils ont eu une feuille de route unique. Hein? Et ils ont dit 73,47% de suffrage à un Congolais, l'un de nôtres, pour que nous puissions mettre fin à la guerre. Pour qu'on puisse mettre fin à la guerre. Donc les Congolais aujourd'hui, moi je pense que les guerres tribales, les divisions tribales, en tout cas les Congolais les ont mis un peu à l'été noir. On les a mis sous le boisseau. Aujourd'hui, tout le monde, il y a unanimité. Il y a eu une telle unanimité parmi les Congolais. Surtout quand on parle des questions de l'Est. De l'Est, que ce soit ceux du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, tout le monde dit il faut qu'on en finisse. Et on en finisse d'abord militairement et après politiquement. C'est une dame que j'ai vue sur les images, d'ailleurs c'est passé sur nos antennes, une dame qui fuyait le combat du côté de Saké. Il a dit qu'il ne sait plus retrouver ses enfants, moins encore son mari. Mais ce que j'ai aimé en elle, c'est la détermination pour que les FARDC en finissent, comme l'a dit tantôt Bienvenue Marie Bakoumania, que les FARDC en finissent une fois pour toutes avec les M23. Un dernier mot par rapport à ces dossiers. Nous allons aborder les derniers sujets de cette émission. C'est l'esprit de Béatrice Kimpavita. Regardez ces femmes qui se lèvent. Regardez, est-ce que vous avez observé que, alors qu'on dit que nous sommes absents des télévisions internationales, dans les médias internationaux, lorsque les femmes ont marché, ça s'est vu partout. Ouais. Mais la façon dont elles ont marché dans l'organisation, dans la logique, exactement avec l'intelligence de Béatrice Kimpavita. Donc, c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est ceci. Nous avons la chance d'avoir un chef d'État qui, non seulement agit avec les logiques humaines, mais il a la foi en Dieu. Mais en même temps, nous avons Dieu avec nous. Voilà pourquoi, et je termine là, observez ceci. Aujourd'hui, si on dit que nous devons... le Congo doit négocier avec le Rwanda, c'est devenu sans objet. Pourquoi? Mais parce que le Rwanda a agressé le Congo et que nous sommes donc devant le Conseil de sécurité. Et donc ce dossier n'a plus d'objet. C'est-à-dire que maintenant, nous avons les éléments concrets qui montrent que le président a tout à fait raison de dire « je ne négocie pas ». Tant qu'ils occupent le territoire, parce qu'il sait qu'ils occupent le territoire à travers un objet de façade. Ok, nous sommes en train de terminer cette émission, mais je m'en voudrais si je ne vous pose pas une question, parce que l'émission est une question d'actualité justement par rapport à ce qui se passe au pays. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a désigné un informateur pour déceler la majorité parlementaire. C'est de cette majorité issue du Parlement que va sortir le gouvernement de la République. Et l'informateur, c'est Augustin Kabouya. Il a déjà commencé le travail. Il consulte déjà. Mais la question, est-ce que, parce que la majorité se dessine déjà, il y a une majorité parlementaire, il y a aussi une majorité extra-parlementaire, notamment ceux-là qui n'ont pas satisfait, qui n'ont pas réussi aux dernières élections. Moi, la question que je voulais vous poser, bienvenue Marie, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Écoutez, il y a eu des élections. Justement dans ces échanges, ces négociations. Et un groupe a été élu. Hein. Ou bien on veut la démocratie, ou bien on ne la veut pas. Nous devons laisser pendant les 5 prochaines années au groupe qui a gagné les élections de diriger le pays. Parce que nous les avons désignés par voie démocratique. C'est ça la règle démocratique. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais conseiller au président de la République de composer un gouvernement éléphantesque? Non. Moi, je veux qu'il compose un gouvernement resséréné, un gouvernement serré, hein, pour que... Mais ça ne sera pas une tâche facile, excusez-moi de vous interrompre, parce que peut-être vous ne le savez pas. Au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y a eu que 18 élus pour le compte de l'opposition. Rassurez-vous, sur 500 députés nationaux, vous avez une dizaine
des députés de l'opposition. Non, non. Donc l'Assemblée sera une assemblée monocorde, monovoix. Non. Moi j'attendais. Et ces gens-là, il y aura un sérieux problème de la loi de l'offre et de la demande, parce que tous ces 90 ou 95% des députés membres de l'Union sacrée ou de la majorité parlementaire vont monter les enchères justement et poser des problèmes pour se retrouver. Ben, pas du tout, ils vont monter les enchères. Pourquoi et comment? On ne vient pas au pays, on ne peut pas servir le pays qu'en étant au gouvernement. On ne peut pas dire aujourd'hui que nous qui ne sommes pas au gouvernement, nous ne servons pas le pays. Mais nous servons le pays, les journalistes, vous servez le pays, les amis qui sont derrière la caméra, ils servent le pays. Donc, dire que 470 députés, parce qu'ils se réclament de la majorité, seront au gouvernement, ça ne marche pas. Et ça ne se fera pas. Le président de la République va choisir des Congolais au sein de l'Assemblée, comme en dehors de l'Assemblée. Moi, je dirais au président même de prendre ceux qui ne sont pas à l'Assemblée pour que ce gouvernement, qui doit être absolument un gouvernement de combat, un gouvernement de la guerre, puisse mener la guerre. Et ils ne sont pas à l'Assemblée, vous pouvez soutenir ce gouvernement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, cette guerre des positionnements, tout le monde voudrait se retrouver dans le gouvernement. Pour quel objectif? Pour quel objectif? Est-ce que c'est pour se remplir les poches ou pour rendre des services à la nation? Si c'est pour rendre des services à la nation, même en étant à l'Assemblée nationale, on peut rendre des services. Abraham, on termine par vous. Nous allons terminer par vous. La mission de l'informateur, vous avez suivi. Doit-il consulter tout le monde ou bien seulement les députés nationaux? Non. Quelle est sa mission? Sa mission, c'est de dire au président, voilà, j'ai un nombre X, Y de parlementaires qui vous donnent une majorité au Parlement. C'est-à-dire qu'ils donnent... Ça se départ là. Bon, c'est ça l'objectif. Pourquoi? C'est parce que le Premier ministre que vous allez prendre pour mettre en œuvre votre vision, eh bien, il sera assuré d'avoir un soutien parlementaire. Ça s'arrête là. Alors moi, maintenant, ce qui m'a plu, c'est que j'ai retrouvé dans les images, ici ça m'a rappelé les images de l'indépendance Tchatcha, on voyait les anciens adversaires lors des législatives. Vous voulez parler d'Augustin Matata Ponyo, oui, qui a été reçu par l'informateur. Oui, ça m'a fait penser aux législatives et provinciales de 1960, où les gens étaient vraiment des adversaires, et puis voilà, l'indépendance était là. Et je crois que ce qui doit compter là, maintenant, c'est que nous sommes en guerre, tout ça la bitumba. Et puis nous sommes en guerre et que le président a dit qu'il veut mener cette guerre à sa fin. Il est là pour apporter le sourire aux Congolais. Bon, que les gens puissent un peu tempérer, modérer leurs ardeurs. Il y a de la place pour tout le monde, même pour celui qui balaye la rue. Jean-Auguste Kabea, ouais. Un polyglotte avéré, averti. Ouais. J'ai beaucoup aimé, il parle plusieurs langues. Lingala, Kiswahili, Kikongo, l'allemand. C'est un don. Mais j'ai, pour attaquer le sujet de mon frère à côté, il dit ceci, quelle est la solution par exemple? Moi je dirais d'abord ceci, si nous avons un dialogue, il faut qu'il soit pluraliste, inclusif. C'est-à-dire, même les gens qui sont dans l'opposition, même les gens qui sont dans le pouvoir, ils doivent savoir que ce Congo ici doit rester un indivisible. C'est dans la vision même de notre numéro 1, Tshisekedi. Et moi, lorsqu'on me pose souvent la question en Allemagne, je suis peut-être à Genève, quelle est la solution pour le Congo? Je dis ceci, il faut que nous changions notre constitution. Il ne faut pas donner au président de la République 5 ans. C'est trop peu. Moi, j'ai proposé... 5 ans, donc c'est trop peu. Êtes pour la révision constitutionnelle? Non, je vous dis ceci. Il faut combien? 7 ans? Ne donnez pas, non. Donnez au président 10 ans, 15 ans. Ça, c'est votre point de vue. Ouais, c'est-à-dire, lorsque le président met son gouvernement en place, le gouvernement en place a besoin d'une certaine phase de démarrage. Et après cette phase de démarrage, il y aura après peut-être la fin de la guerre, il faut assurer, il faut assumer. Mais vous lui donnez 5 ans, après 5 ans, il commence déjà à réfléchir, il faut faire la campagne électorale. C'est ce qui nous freine, nous les pays en Afrique. Il faut 10 ans. Il faut 10 ans, un minimum de 10 ans. Un minimum de 10 ans, voilà. Il y a beaucoup de juristes et il y a beaucoup d'acteurs politiques qui sont en train de réfléchir à haute voix sur
la révision de certaines dispositions de la Constitution. D'autres disent carrément qu'il faut mettre une croix sur cette Constitution qui a été téléguidée par l'étranger. C'était pour le besoin de la cause. À l'époque, il y avait 1+4. Il fallait contenter les belligérants. Et cette Constitution qui nous gère aujourd'hui, et il faut l'adapter au contexte actuel. Ça, c'est le débat des juristes. Nous sommes en train de terminer cette émission, mais nous n'allons pas atterrir sans prendre notre confrère qui vient de nous rejoindre. Il est directeur général de l'agence Galaxy Media. Il s'agit de Jérôme Sekana, coincé dans les embouteillages. Toutes nos excuses pour ce retard indépendant de notre bonne volonté. Je voulais juste placer un mot. Je pense que la guerre qui déchire la partie est de notre pays va trouver une solution définitive. C'est laquelle, d'après vous? Le dialogue direct parce entre que Félix le chef de l'État et Paul Kagame. Le chef de l'État a pris la bonne décision de ne pas négocier avec les M23. Mais là, nous qui tendons sont maintenant vers les sous-traitants négociations, les dialogues. de Kagame. Kagame est les sous-traitants des multinationales. Les multinationales qui sont manipulées par des lobbies, notamment des lobbies démocrates, mais aussi des lobbies israéliens. Donc ici, il faut vraiment regarder les choses en face pour que le chef de l'État parle avec les vrais interlocuteurs, ceux-là qui tirent les ficelles dans l'ombre. Les vrais interlocuteurs, c'est qui? Les multinationales. C'est pas le Rwanda? Non. Kagame n'est qu'un sous-traitant, il ne représente rien. D'ailleurs, il est en difficulté parce qu'il a fait tuer beaucoup de fils de Rwandais. Donc, je pense que le grand message que nous avons à transmettre ici, c'est de demander le peuple congolais de s'unir derrière le chef de l'État. Plus que jamais, nous avons une chance de pouvoir résoudre définitivement ce problème et nous devons aimer notre pays. Soyons patriotes plus que jamais. Je pense que le bout du tunnel n'est pas très loin. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous terminons ces magazines, ces plateaux spéciaux. Nous avons eu l'insigne honneur de recevoir d'éminentes personnalités sur ce plateau. C'est notamment le professeur Abraham Mbaye Kaninda. Il a affûté ses premières armes ici à la RTNC, à l'époque au ZRT. Il était chroniqueur de politique extérieure. Il y a 50 ans, là. Il y a 50 ans. Je revois. Il y a 50 voilà, ans. il y a longtemps. Il a enseigné à l'ISTI, et la première promotion, il était même CP, chef de promotion. Et merci de nous avoir fait l'honneur. Et à côté de lui, c'est Jean-Augustin Tabea. C'est un polyglotte, un Congolais de la diaspora. Il a encore ses racines au pays, hein, bien qu'il soit conseiller municipal en Allemagne. Il est chez lui. Bon, je vous remercie. Minasema Aksanti. Minasema Aksanti, Matondo, Nandenge Popesi Biso, occasion, Tolo Banano, Total Makambo na Biso. Et puis, Nabosana Lokomoko, il faut tous à la derrière Batouana, l'armée. Bendele et quoi yate. Merci. Merci. Jean. Merci, bienvenue Marie Bakoumania. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Agence congolaise de presse. Merci pour votre éclairage et votre contribution dans cette émission. C'est un plaisir, mais pour le pays, on a toujours disposé à venir éclairer. Bon, les embouteillages, on n'a pas permis à sincèrement, ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Et je voudrais sincèrement remercier la haute hiérarchie de la RTNC pour avoir prévu ce plateau. Parce qu'il y a des choses que nous pouvons dire qui ne se disent pas sur la place publique pour permettre à notre peuple de comprendre ce qui se passe. Les enjeux sont de taille et il y a risque même que la troisième guerre mondiale éclate en République démocratique du Congo. À partir de la République démocratique du Congo. Entre BRICS et on en a parlé tantôt. On en a vraiment, il y a des éléments, il faut faire très attention. Merci Jérôme Sekana, je pense qu'on va organiser une autre émission. Vous allez vous étendre longuement et pour expliquer les enjeux qui sont autour de cette guerre que nous impose le Rwanda via les mouvements terroristes du M23. Merci Jérôme Sekana. Je rappelle que vous êtes directeur général, si vous voulez, PDG de l'agence Galaxy Media. Merci. Et vous encadrez les journalistes économiques et vous débrouillez aussi très bien en politique. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis. Bon suite de programme sur votre télévision.